Vous écoutez Europe 1, il est 7h10. Dans quelques minutes, les enfants d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Mais d'abord, place à votre invité, Thomas Schnell. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Journaliste spécialiste du grand banditisme, auteur des Réseaux secrets de la police, publié chez Nouveau Monde Édition. Alors, cette nuit, les premiers narcotrafiquants ont passé la nuit derrière les barreaux de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. 17 détenus parmi les plus dangereux du pays. J'aimerais savoir de qui est-ce que nous parlons. Quels sont les critères de dangerosité retenus dans la sélection de ces prisonniers, Frédéric Ploquin ? Mais a priori, on est on vise le top 100, on va dire, des plus grands trafiquants de stupéfiants. Alors d'un côté, quand on dit les plus grands, d'un côté les plus riches, les plus puissants, les plus dangereux. Et puis de l'autre côté aussi, quelques individus qui sont beaucoup moins capés, qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont apparus dans le champ à titre, par exemple, de tueurs à gages, de petites mains ultra-violentes, etc. Donc c'est un mixte entre entre guillemets, les plus puissants commerçants, je le mets entre guillemets, des stupéfiants, et leurs petites mains les plus déterminées, les plus violentes. Donc c'est un mixte totalement explosif, évidemment. Et c'est pas risqué de les mettre tous ensemble dans une même prison. L'étanchéité, elle peut vraiment être maintenue ? Disons que ça va être un défi sécuritaire absolument gigantesque. Là, on a vu qu'ils avaient mis des filets anti-drones. On a vu qu'ils avaient renforcé le nombre de personnel, c'est-à-dire qu'on aurait pratiquement 3 surveillants pour un détenu, ce qui est quand même extrêmement important. Et à rebours, ça nous en dit long sur la faiblesse du dispositif dans les prisons dites ordinaires. Tout ça est apparu au grand jour avec l'affaire Mohamed Amra, ce détenu qui s'est évadé en causant la mort de 2 surveillants de prison, et dont on s'est aperçu que brutalement la France a découvert que oui, cet individu en prison continuait à faire son business, disposait d'une batterie de téléphone portable et d'à peu près tout ce qu'il voulait. Donc l'enjeu, il va être extrêmement. Ce que je vous dis là, ça veut dire que la prison ordinaire aujourd'hui ne fait plus peur à personne, notamment au trafiquant de stupéfiants. C'est ça la grande différence entre un braqueur et un trafiquant de stupéfiants. Si vous mettez un braqueur en prison, il va attendre son tour, ou alors il va essayer de s'évader, mais sinon il va attendre son tour parce qu'il peut pas continuer à braquer. Et il va préparer ses équipes de demain quand il sera libéré. Mais un trafiquant de stupéfiants, lui, par définition, ne s'arrête jamais. Il continue à garder l'emprise sur son terrain, il continue à garder l'emprise sur ses lieutenants, il continue à gérer, qu'il soit à Alger, à Casablanca, à Dubaï ou en prison. Finalement, pour lui, c'est à peu près la même chose jusqu'à présent. Donc l'enjeu, il est là, c'est de faire en sorte que ce trafiquant ne puisse plus avoir la main, ne puisse plus communiquer. Et je vous dis, ça va être extrêmement compliqué parce que il y a notamment un point qu'il faut retenir, c'est que ces individus ont une force de frappe financière absolument gigantesque et que l'histoire récente a montré qu'ils faisaient tout, ils feront tout pour trouver le maillon faible, soit en mettant des gros billets sur la table, soit, ça c'est l'autre aspect qui est encore plus dangereux, soit en procédant par la peur et en diffusant la peur, par exemple en ciblant la famille d'un surveillant, ce qui est déjà arrivé, la famille d'un surveillant, de manière à affaiblir un de leurs gardes et à faire en sorte qu'à un moment donné, cette personne accepte de collaborer, c'est-à-dire pourquoi pas de rentrer un téléphone. De presque. Corrompre, voilà, c'est ça exactement. De corrompre. Il y a 2 manières de corrompre. Soit c'est juste l'appât du gain. Vous étudiez le profil de la personne, vous voyez qu'elle a des difficultés financières. Vous l'approchez, vous résolvez ces difficultés. Soit vous procédez par la menace. Et là, ça va demander au patron de cette prison une attention absolument démesurée. Voilà, autant je vous dis, sur les premiers mois, il va pas se passer grand-chose. Le problème, c'est avec le temps. C'est sur la durée, oui. L'installation et sur la durée. Aujourd'hui, alors l'autre aspect dont je n'ai pas parlé, c'est que parmi ces individus, il y en a qui vont être ennemis, rivaux, qui sont susceptibles, pourquoi pas, de régler leur compte s'ils le peuvent à l'intérieur de la prison. Ça, c'est un premier point, voilà. Et le deuxième, c'est que vous avez aussi vous pouvez pas ne pas vous demander si, vous savez, les détenus, ils se parlent à travers les murs. Vous avez beau mettre brouiller les systèmes de communication, ils se parlent de cellule à cellule. Les murs sont pas suffisamment épais. Donc, on n'est pas à l'abri non plus de voir se former
former à l'intérieur de cette prison, le futur cartel de demain de la drogue. Ça veut dire que malgré ces prisons de haute sécurité, on parle aujourd'hui de Vendin-le-Vieil, demain de Condé-sur-Sarthe, un autre en Guyane, le risque de voir la France sombrer dans le narcobanditisme ne s'éloigne pas vraiment. Écoutez, a priori, moi, ce que je pense, c'est que si vraiment ces individus sont totalement immobilisés, neutralisés, ce qui va être très difficile, si d'aventure ils l'étaient, vous savez, le nombre de personnes qui aspirent à les remplacer sur le terrain est extrêmement important. Vous avez on dit qu'il y a un volet en France de 250 000 personnes qui gravitent économiquement autour des stupéfiants. Donc vous en éliminez 100, vous avez aussitôt 100 ou 200 lieutenants qui vont tenter de prendre la place. C'est comme ça que ça se passe dans ce milieu-là depuis toujours. C'est-à-dire que il y a un mort, il y a 3 lieutenants qui se battent pour prendre le fauteuil. Donc c'est pas comme ça qu'on va régler. Mais il faut pas non plus être trop négatif ce matin sur cette nouvelle, dans la mesure où on sait par avance que ça va les déranger, qu'ils vont pas apprécier. Donc, du point de vue du ministère de l'Intérieur, du point de vue de la justice, du point de vue de la punition, de la sanction, c'est une prison qui va un peu plus punir que la prison d'avant. Donc c'est déjà de ce point de vue-là un petit pas en avant, mais ça ne va pas régler du jour au lendemain la question du narcotrafic en France, d'autant qu'on vient de découvrir, non, moi je découvre pas ça, mais l'Office des stupes nous a rappelé dans une note récente que la France avait accouché récemment d'un véritable cartel de la drogue dont les 10 à 15 barons tenaient réunion quasiment ouverte à Dubaï pour gérer entre eux à la fois les prix, les importations, les exportations de cannabis et de cocaïne. Donc, si vous voulez, c'est pas cette question-là, cette prison va les déranger, va perturber un petit peu le marché, mais ne va pas l'éteindre miraculeusement du jour au lendemain. Ces réseaux, notamment la DZ Mafia, ce réseau de trafiquants marseillais, à quel point cette bande menace la France ? Écoutez, là je parlais de ce cartel, je parlais des patrons. Et en dessous des patrons, vous avez un espèce d'échelon intermédiaire dans lequel on a vu apparaître effectivement se constituer. Encore une fois, c'est Marseille qui montre l'exemple, mais en matière de grand banditisme, ça a toujours été le cas depuis un demi-siècle dans ce pays. C'est Marseille qui montre l'exemple avec cette DZ Mafia, qui est une organisation, on va dire, criminelle constituée autour des stupéfiants, qui a fait le ménage autour d'elle, qui a commencé par éliminer tout ce qui la dérangeait, et c'est nouveau, qui a créé une espèce de franchise qui est partie à l'assaut de toutes les villes du sud de la France et pourquoi pas au-delà, donc avec des prétentions d'accroître et d'étendre son territoire. Et ça dans ce pays, c'est aussi nouveau que le cartel dont je parlais à l'instant, qui rapproche la France de l'Italie, puisqu'on a mis en place une espèce de système mafieux au sommet, et en dessous des organisations comme la DZ Mafia, qui n'est pas seule, puisqu'on a vu, je reviens encore une fois à Mohamed Amra à travers cette évasion, on a vu qu'il y avait au fin fond de la Normandie un groupe criminel tout aussi structuré que la DZ Mafia, qui s'appelait la Manjac Mafia, et donc qui était constituée d'individus originaires d'Afrique de l'Ouest essentiellement, à l'origine en tout cas, et qui avait elle aussi des prétentions sur tout le territoire. Donc oui, aujourd'hui il y a un défi sécuritaire absolument gigantesque, parce qu'on a des équipes qui ne se contentent plus de gérer leur petit quartier, mais ont des prétentions à l'échelle nationale. Il y a un risque de contamination. Oui, absolument. Puis en plus avec une méthode qui est celle qui est propagée aujourd'hui par la DZ Mafia, qui est en gros celle d'une violence non plus dissimulée comme elle l'était autrefois, mais revendiquée, affichée. On l'a encore vu à Nîmes récemment, avec ces exécutions filmées, ces individus carbonisés devant que tout le quartier peut voir sur son téléphone portable. Donc des violences qui sont volontairement exposées, volontairement montrées à tout le monde pour inspirer, pour distiller la peur. Là, on est dans une forme de narcoterrorisme très pensé, très structuré et très volontaire. Frédéric Ploquin, on a vu que le trafic de drogue était le décor derrière toutes les violences auxquelles on a assisté ce week-end dans les villes moyennes de France. Ces villes moyennes manquent-elles de force de l'ordre ?
C'est très clair que, on va dire, le trafic de stupéfiants, c'est totalement développé et s'est installé dans toutes les failles du territoire. Aujourd'hui, vous avez des possibilités de vous fournir en produits stupéfiants dans la moindre petite ville, et du coup, vous avez à côté ce phénomène de violence urbaine qui, en général, est lié à la différence d'un territoire. Donc c'est ça la différence entre il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est qu'autrefois, on y était habitué d'ailleurs, je sais pas, rappelez-vous, il y avait des guet-apens contre la police, la presse n'en parlait même plus dans les villes qui, par exemple en Seine-Saint-Denis ou autour de Lyon ou de Marseille, quasiment tous les week-ends, il y a que les policiers qui s'affolaient de ces événements. On a laissé s'installer une génération entière qui a grandi avec ça, et là, on a des jeunes qui reproduisent ce phénomène dans des villes où ça ne se produisait pas, ce qui fait que ça nous choque, et là encore aussi parce que c'est filmé et qu'on le voit. Donc oui, la troisième nouveauté effectivement de ce commerce des stupéfiants, c'est le fait que ça ait colonisé quasiment tout le maillon urbain hexagonal. Merci Frédéric Ploquin d'être venu en direct avec nous sur Europe 1.